Communiqué de presse numéro 003/2025. Le commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Masunzu Pacifique, porte à la connaissance de toute la population de la province du Sud-Kivu en général et celle du territoire de Kalehe en particulier qu'il vient personnellement de conduire une forte délégation au chef-lieu du territoire de Kalehe ce jeudi 6 février 2025 jusqu'à Ihusi en passant par le cité de Katana, Kabamba, Kasheke et Michebere. Cette tournée sur toute la ligne de front a comme objectif de couper court aux rumeurs propagées par l'ennemi faisant état de l'occupation de l'armée rwandaise et ses pantins du M23 de cette entité administrative. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont prêtes et continuent à assurer la sécurité de toute la population sans distinction aucune, ainsi que la défense de l'intégrité du territoire national, à ce qu'aucun centimètre de la République démocratique du Congo ne sera laissé au profit de l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC et M23. Nous appelons toute la population de la province du Sud-Kivu en général et celle de la ville de Bukavu en particulier au calme et à faire confiance à son unique armée, le FARDC, et de ne pas prêter oreille aux messages mensongers propagés par l'ennemi de la République dans les réseaux sociaux et ne jamais le relayer sous quelque forme que ce soit. Nous profitons de cette opportunité pour remercier tous les compatriotes congolais, toutes catégories confondues, engagés pour la paix et qui soutiennent leur armée de diverses manières. Fait à Bukavu, le 7 février 2025, Major Nestor Mavudissa, coordonnateur SIFA et porte-parole à la 3e zone de défense. Alors que l'M23, allié à l'AFC de Corneille Nangaa, s'empare de plusieurs localités du Nord Kivu et du Sud Kivu, de Goma, Minova et Nyabibwe, les forces armées congolaises peinent à contenir leur progression. Cette situation fragilise davantage la population et accentue l'urgence d'une solution politique et militaire coordonnée au niveau régional. Uhuru Kenyatta insiste sur la complémentarité entre le processus de Luanda et de Nairobi. Il souligne qu'une solution durable passe par une coordination entre les négociations bilatérales entre la RDC et le Rwanda et le dialogue intra-congolais. Selon lui, c'est une approche inclusive impliquant les groupes armés, les acteurs politiques et la société civile pour stabiliser la région. C'est dans ce cadre que l'ancien président Kenya, Uhuru Kenyatta, facilitateur du processus de Nairobi, a présenté un rapport actualisé sur la situation dans l'Est de la RDC au secrétaire de l'Union africaine, Communauté d'Afrique de l'Est, EAC, et Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. Lancé en 2021 sous l'égide de l'EAC, le processus de Nairobi repose sur des axes. Un dialogue politique rassemblant les parties prenantes du conflit et une intervention militaire assurée par la force régionale de l'EAC et ACRF. Jusqu'à 2023, des avancées avaient été enregistrées, notamment les pourparlers avec les groupes armés et les initiatives de renforcer la confiance entre les acteurs du conflit. Toutefois, la 4e conférence du dialogue intra-congolais, prévue en juin 2023, a été perturbée par les élections congolaises de décembre. La situation s'est aggravée avec le retrait des forces kenyanes de l'EACRF. Cela a réduit la présence militaire régionale et a permis la résurgence des combats. Depuis la formation du nouveau gouvernement congolais en 2024, la relance du processus de Nairobi par intensification des violences et le manque d'engagement politique. S'agissant maintenant du communiqué publié hier par le procureur de la Cour pénale internationale, je voudrais simplement vous demander de relayer ce communiqué qui n'appelle aucun commentaire de la part du gouvernement. Relayer ce communiqué
pour que les victimes, de partout où elles se trouvent, les témoins, de partout où ils se trouvent, les organisations nationales ou internationales ayant des informations à fournir à la Cour puissent les lui transmettre. Le communiqué du procureur ne doit pas rester inconnu. Relayez-le au maximum pour que les informations attendues par le bureau du procureur de la Cour pénale internationale lui parviennent. Je vais lire 2 paragraphes tout en comptant sur vous pour la publication de l'ensemble du communiqué. La situation actuelle à Goma et dans ses environs entre dans le cadre de l'enquête en cours du bureau du procureur. Le bureau continuera d'enquêter sur les crimes présumés commis par toute personne, quelle que soit son affiliation ou sa nationalité, et ne se limitera pas à des individus, des partis ou des membres de groupes spécifiques. Le bureau du procureur appelle toutes les parties concernées, victimes et témoins, organisations nationales et internationales, groupes de la société civile, journalistes, autorités nationales, États, partis ou non, à partager tout élément de preuve, toute information qu'ils ont recueillie ou qu'ils recueillent en rapport avec les allégations de crimes internationaux commis par toutes les parties. Les informations peuvent être communiquées au bureau du procureur à travers les liens http://otplink.icc-cpi.unt/. Mesdames et messieurs, l'adresse que je viens de donner est l'adresse du bureau du procureur qui attend que les informations des témoins, des victimes, de toute organisation lui soient communiquées. Que les témoins les lui communiquent directement. Ceux qui seront en difficulté peuvent passer par la Commission nationale des droits de l'homme qui travaille déjà sur la question de collecte de preuves, mais aussi par le ministère de la Justice. Et tout cela sera orienté directement vers le bureau du procureur qui reste indépendant dans la conduite de cette procédure. Je voudrais vous rappeler que les 2 procédures dont je viens de parler sont l'œuvre du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait conçu le Front judiciaire international, qui avait mis en place une task force aux côtés des attributions qui relèvent du ministère de la Justice. C'est à la suite des procédures qui ont été déclenchées, actuellement suivies, encadrées
à travers son Excellence, Madame Judith Suminwa Tuluka, Première ministre et chef du gouvernement, que nous arrivons aujourd'hui à ces éléments. Pendant ce temps, chaque jour révèle de nouvelles horreurs. Il y a une semaine, on annonçait 300 morts, puis 700. Aujourd'hui, nous dépassons les 3000. Les images qui circulent sur nos téléphones, dans nos communautés, sont insoutenables. Des cadavres abandonnés, en décomposition, jonchant les rues de Goma, exposant la ville à un désastre sanitaire imminent. Et dans ce chaos, une rumeur persistante s'élève. Le Rwanda et le M23 orchestreraient le retour de populations déplacées, vantant un rétablissement de la stabilité. Mais d'autres voix chuchotent aussi et murmurent que ces convois de retour ne parviennent jamais à destination. 3 millions de civils sont aujourd'hui pris en otage par les forces d'occupation utilisées comme boucliers humains, tandis que les infrastructures essentielles continuent d'être démantelées. À cette tragédie s'ajoutent les 800 000 déplacés qui, ayant déjà trouvé refuge à Goma, se retrouvent à nouveau chassés, prisonniers d'un siège impitoyable. Cette horreur, chaque jour plus insoutenable, rend le silence du monde qui regarde encore plus assourdissant à nos oreilles. Un silence à peine troublé par une déclaration grotesque, celle du M23 annonçant un cessez-le-feu humanitaire. Faut-il en rire ou en pleurer? Comment peut-on invoquer l'humanité avec des mains encore trempées de sang des innocents? Comment prétendre à la paix après avoir méthodiquement semé la terreur? Ce n'est pas un cessez-le-feu, c'est une mise en scène cynique destinée à détourner l'attention pendant que l'irréparable se poursuit. L'est de la RDC reste à proie à des violents affrontements, notamment avec l'intervention des troupes étrangères comme la MONUSCO, la SADC, la SAM-RDC et l'UPDF. Malgré leur mandat de restauration de la paix, ces forces peinent à stabiliser la région. Laissant les groupes armés poursuivre leurs exactions, les politologues Strong et Kaini critiquent l'inefficacité de ces interventions et appellent Kinshasa à s'appuyer sur ses propres forces pour garantir l'intégrité du territoire. La volonté de la Constitution dit que la souveraineté la souveraineté revient au peuple. C'est le peuple qui est souverain. Et quand il faut parler de la question de la souveraineté, il faut approcher ce peuple. Et il faut parler au compte et au nom de ce peuple. C'est que s'il faut revoir vraiment les contrats, les accords et même autres avenants, attentes avec ces pays qui sont venus, soi-disant qu'ils viennent nous aider, je crois que ça sera prudent et c'est urgent d'ailleurs que toutes ces forces puissent d'abord dégager et que les Congolais eux-mêmes renforcent leur cohésion. Selon lui, seule une prise de responsabilité par les autorités congolaises permettra de restaurer la paix, condition essentielle au développement du pays. Moi, je trouve que le bilan reste toujours largement négatif. Comment une portion ou comment une frange, comment un mouvement, petit ou grand soit-il, peut-il aller jusqu'à même fragiliser même la force de la MONUSCO, parce que nous savons que la MONUSCO, on peut la qualifier du monde entier, parce que sa représentation est vraiment une représentation aussi internationale, cela veut dire du monde entier. Et que donc, allez-y comprendre très facilement que s'il n'y a pas quelque part la complicité, alors on serait en train de dire du mensonge ici. Mais là, il faut voir effectivement que dans tout cela, il y a un peu la complicité. Le chef de l'État, nous remercions grandement sa sortie, sa dernière sortie, parce qu'il est allé même jusqu'à parler aussi de cette complicité de la MONUSCO, la complicité qu'on était en train de décrier bien avant. Et allez-y aussi comprendre que comment expliquer que nous sommes en train de partager la frontière avec les forces ougandaises. Nous sommes en train de partager la frontière avec les forces ougandaises. Mais à un moment donné, vous retrouvez que notre souveraineté est menacée. C'est-à-dire la République démocratique du Congo est menacée. Et dans l'entretemps, vous trouvez que dans ce partage que nous avons avec l'Ouganda, pour ce qui est de la frontière, l'Ouganda ne veut même pas nous ouvrir la frontière pour que nos forces entrent sur ce territoire et aller surprendre l'ennemi. Et donc, il reste encore à les remettre vraiment en question tout ce que ces gens ont pris comme engagement et tout ce qui a été signé avec ces forces étrangères sur notre territoire congolais. Dans cet état, la MONUSCO poursuit son retrait progressif du territoire congolais. Les commandants par intérim de sa force, le général de division Kadar Diof a qualifié de, je cite, moment historique, les transferts de la base de Bunyakiri implantés en 2004.
Pendant ce temps, la MONUSCO poursuit son retrait progressif du territoire congolais. Il s'agit du deuxième cas évacué après celui de Kamanyola, où des 1000 soldats onisiens ont quitté la région le 28 février dernier.